recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Bonjour, merci de suivre cette nouvelle édition de 3 en 1 Afrique, émission par laquelle j'ai grand plaisir à vous faire découvrir les lieux emblématiques de Paris où on retrouve une présence africaine. Je suis ravie de recevoir le journaliste camerounais Michel Lobé-Ewané, ancien rédacteur en chef du magazine Force Afrique, pour y parler de son nouveau livre « Être milliardaire en Afrique aujourd'hui », paru aux éditions Présence africaine, qui nous offre ce magnifique salto gorgé d'histoire. Et ce livre est paru justement ici le 20 octobre 2022. Bonjour Michel. Bonjour Carmen. Ravi de te retrouver à Présence africaine pour parler de ton livre. Oui, Tu peux rappeler le titre de ton livre, s'il te plaît? Être milliardaire en Afrique. Être milliardaire en Afrique aujourd'hui. Okay. C'est le titre du livre. Ton livre est une série de témoignages sur les milliardaires africains. Et en parcourant, je me suis rendu compte que tu tentes de leur rendre justice. Pourquoi? Oui, alors j'ai choisi d'écrire ce livre après avoir, dans mes responsabilités de rédacteur en chef du magazine Forbes, rencontré beaucoup d'hommes d'affaires, parmi lesquels des milliardaires. Oui. Et vivant en Afrique, ayant aussi le sentiment ou les impressions de l'opinion publique africaine sur les milliardaires, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas bonne presse. Ils étaient souvent poursuivis par des idées reçues et évidemment l'environnement, le contexte qui veut que beaucoup d'hommes riches en Afrique sont des politiciens, ouais, des chefs d'État, des ministres et tout, fait en sorte qu'on mélange un peu tout le monde. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des milliardaires, des hommes d'affaires accomplis qui ont construit leur entreprise, leur groupe avec des règles qui sont les mêmes que celles qu'on trouve partout, d'ailleurs dans le monde. Et je me suis dit, il faut leur rendre justice. Il faut aussi raconter l'histoire de ceux que je considère comme des hommes d'affaires inspirants, des hommes d'affaires qui commencent à construire, à participer à la prospérité, à construire la prospérité du continent. Et qui sont ces hommes d'affaires qui bâtissent ce continent, le continent africain? Eh bien, je ne veux pas dire que c'est uniquement ceux dont j'ai parlé dans mon livre, mais c'est des hommes d'affaires qui, aujourd'hui, investissent dans des secteurs d'activité qui, il y a 30 ans, 40 ans, dans lesquels on ne trouvait pas d'Africains. Les banques, l'industrie, la cimenterie, l'agro-industrie, les technologies de la communication, donc, et qui innovent, donc qui prennent des risques. Et je pense, les compagnies d'assurance également, je pense que c'est des secteurs nouveaux. Et je pense que ceux que j'ai sélectionnés dans mon livre incarnent bien cette réalité. D'accord. Et tu as parlé de Mansa Moussa, le seigneur des mines. Pourquoi avoir fait ce retour en arrière en Afrique? Qu'est-ce que tu veux démontrer par ça? Oui, pour moi, c'était important de faire comprendre, pas seulement aux Africains, mais à l'opinion publique d'une manière générale, que l'idée de la richesse
et de la prospérité n'est pas étrangère à l'Afrique et n'est pas non plus nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Et justement, lorsqu'on se projette dans le passé, dans l'histoire, on se rend compte que, et ça c'est une étude qui a été faite pas par moi, par un cabinet très réputé, qui a classé les personnalités les plus riches dans l'histoire de l'humanité. Et ce monarque africain, Mansa Moussa, apparaît comme ça. Et je pense que les Africains doivent y réfléchir en se disant que oui, aujourd'hui on a beaucoup de pudeur, surtout en Afrique francophone, à parler de la richesse. Oui. On a tendance même à la cacher, Oui. à ne pas l'assumer. Or, je pense qu'il faut l'assumer parce que dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire aussi du passé, toutes les grandes civilisations se sont construites avec la fortune, avec la richesse. Et la prospérité ne peut pas se concevoir sans la richesse. Alors Michel, ton livre, c'est Être milliardaire aujourd'hui. La question que je te pose, le milliardaire africain d'hier était comment? Mais déjà, la question de savoir, lorsqu'on se plonge dans le passé récent, oui. Il n'y avait pas tant de milliardaires que ça. Peut-être qu'il y en avait, mais déjà on ne les identifiait pas, on ne les classait pas. En 1960, alors que le classement de Forbes a été créé dans les années 80, on n'avait pas encore une identité de milliardaire. Dans les pays francophones, qui sont un peu mon environnement, les hommes d'affaires étaient quasiment inexistants. Il y avait très peu. Ceux qui avaient émergé dans les années coloniales, 50, étaient, il faut le dire, des fabrications de la colonie, de l'administration coloniale. Dans les pays anglophones, il y avait quand même une certaine bourgeoisie, un certain nombre d'hommes riches, mais la plupart c'était des Indo-Pakistanais ou des Libanais. Donc l'émergence de la richesse telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les hommes d'affaires et tout, elle est très très récente. Elle est c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui date de quelques décennies. Donc c'est vraiment 1-2 générations. Et donc quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment que je conjugue le présent, le phénomène au présent de l'indicatif. D'accord. Et comment approche-t-on un milliardaire? Y a-t-il des codes? Comment tu as fait? Tu les appelais au téléphone? C'était par rapport à ton titre de rédacteur en chef? D'abord, je suis journaliste. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé pour un magazine dédié au business. Dédié au business. Un magazine en plus qui a l'identité forte d'être le magazine qui classe les milliardaires. D'accord. Et je ne dirais pas que c'est évident, mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est le réseau, le network qu'on développe au fur et à mesure qu'on avance. Et bien entendu aussi la marque que l'on porte. La marque que moi je portais, c'est Forbes. D'accord. Et ça m'a permis. C'était une marque, une carte très de forte. visite. Voilà, c'est une identité forte. Et donc, moi, j'ai développé mon réseau de relations. Et très souvent, c'est par des relations à moi que j'entre en contact. D'accord. C'est rare que vous ayez le numéro de téléphone d'un milliardaire, vous l'appelez, oui, monsieur. Non, en fait, c'est toujours, ça s'installe dans la confiance. Dans la confiance. C'est quelqu'un qui a une bonne relation avec lui et qui introduit. Et quand il dit ça, c'est Forbes. Oui, ils disent toujours oui quand c'est Forbes. Bon, il y en a qui refusent pour des raisons, c'est arrivé. Mais très souvent, oui, ça me permettait, cette identité m'a permis. Mais aussi, je peux dire aussi que mon équation personnelle a aussi joué. Parce que lorsque on vous connaît un peu et qu'on vous fait confiance, ou bien il y en a qui vont parler de vous à d'autres, à certains de leurs confrères. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et quelle est donc l'influence de ces milliardaires sur le débat, dans le débat public? Dans le livre, tu as parlé de l'africapitaliste. Oui. Tu m'as la prononcé ça, l'africapitalisme. Bon, capitalisme, africapitalisme. Voilà. Alors, l'africapitalisme, c'est déjà je ne sais pas s'il faut dire théorie ou une philosophie. C'est un concept qui a été mis au point, qui a été élaboré par un homme d'affaires. Le Nigérian, Tony Elumelu. Oui, le philanthrope. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant d'un point de vue
de sa démarche intellectuelle. Parce qu'en fait, en général, les hommes d'affaires, c'est pas des intellectuels. Ils ne se définissent pas comme tels. Ils sont des acteurs. Ils sont des gens qui sont sur le terrain. Mais lui, il a réfléchi à donner comment on appelle ça, une interprétation, une signification de l'impact que les milliardaires africains doivent apporter à l'Afrique. Non, l'Afrique capitaliste, pour lui, c'est la capacité pour des acteurs du secteur privé, donc des hommes d'affaires, des entreprises, à investir dans des secteurs à fort développement, à fort impact pour le développement, des grands secteurs, ça peut être des infrastructures, ça peut être l'énergie, tout ça, qui permet de transformer de manière significative la réalité économique de leur pays. Et lui pense que justement c'est dans cette direction-là que les hommes d'affaires doivent aller. Et moi, je considère que c'est une très bonne définition. Parce que donc, oui, on a dit oui, les milliardaires c'est des capitalistes, oui, bon, le capitalisme est très mal vu par des intellectuels de gauche, par les progressistes et tout, mais en réalité, en fait, lui, il dit ce qu'il faut, c'est que l'État doit jouer sa partition, mais c'est pas l'État qui va construire le développement. Non. Le cadre va créer un cadre, le cadre va donner un cadre, mais c'est les acteurs, les entreprises, les acteurs de l'économie qui doivent transformer la réalité. Ok, mais c'est ce qu'on est en train d'observer, je pense, actuellement. Et donc, je vais te poser une autre question. C'est des mots que je me suis choisi comme ça. J'ai écrit richesse, dynastie, politique, corruption, jeunes et femmes. Comment ces mots s'imbriquent en Afrique concernant les milliardaires? Oui, il résume bien. Ces mots, je vais les pencher pas tous retenus, mais vous allez m'aider. Alors, richesse. Richesse. Bon, la richesse. Pour moi, déjà, la richesse, je pense qu'il faut que les Africains acceptent que la richesse est indispensable. Là, il ne faut pas avoir honte de la richesse. Il ne faut pas avoir honte de créer de la richesse. C'est une nécessité pour créer la prospérité. Tout État toute nation doit créer la richesse. D'accord. Maintenant, la richesse, comment? C'est ça, question ça me ramène peut-être à la corruption. Donc, beaucoup de gens en Afrique considèrent que être riche, c'est être bandit, c'est voler, c'est tricher, c'est être politicien. Voilà, c'est ça qu'on connaît en politique, ce n'est pas payer, c'est violer des lois telles que payer les impôts, payer la douane, etc. Ce n'est pas entièrement faux et beaucoup d'hommes riches, même des chefs d'entreprise, ont profité de systèmes où ils avaient des passe-droits, ils avaient des possibilités, ils ne payaient pas les impôts, on leur donnait des positions monopolistiques et effectivement, ça peut être suspect. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, les pays qui sont aujourd'hui devenus des puissances économiques ont tous développé une classe d'hommes d'affaires, des entreprises et tout, qui ont fabriqué de la richesse. Les entreprises qui sont devenues des grands acteurs de l'économie et qui sont créés par des gens qui sont aujourd'hui des milliardaires. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en Chine, au Japon, en France, en Europe et ailleurs. Pourquoi ce ne serait pas valable en Afrique? Donc, il faut donner légitimité à la richesse. Ensuite, dynastie. Dynastie. Alors, chez nous en Afrique, on n'en est pas encore là. Parce qu'il y a un problème, le problème de la transmission. Et si je te parlais des chefferies? De Dynastie et chefferie, est-ce que ce serait la même chose? Dynastie et chefferie? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas la même chose. Dynastie dans le milieu des affaires, pour moi, ça veut dire que un groupe, il devient tellement important, tellement puissant que le fondateur transmet à la génération suivante, qui transmet. Et puis, c'est ce qu'on observe en Europe. C'est ce qu'on observe de plus en plus en Chine. C'est on observe aux États-Unis. C'est ça qu'on crée des dynasties d'affaires. Des familles qui sont des grandes familles d'affaires qui transmettent de génération en génération. En Afrique, on n'en est pas encore véritablement là. Il reste jeunes et femmes. Alors, jeunes déjà, je pense que pour moi, une des responsabilités, je dirais même responsabilité sociétale de nos milliardaires et de leur groupe, c'est de donner la place aux jeunes. Pas seulement parce qu'il faut les recruter, etc., parce qu'on crée des emplois, mais c'est aussi d'avoir une
un rôle. Ça peut être sous la forme de la philanthropie, sur le plan humanitaire, ça peut être aussi en allant plus loin, créer les conditions pour que les jeunes qui créent des entreprises qui sont souvent abandonnées, que les banques ne soutiennent pas, puissent traverser toutes les étapes et qu'ils aient des financements. Je pense que nous, milliardaires, doivent penser à ça. Et les femmes. Oui, et les femmes. Alors, les femmes, je dirais que beaucoup de femmes en Afrique entreprennent. Et je crois que l'Afrique est le continent où les femmes entreprennent le plus. Ce qui ne veut pas dire que voilà, ce qui veut pas dire qu'elles réussissent le plus souvent, mais je pense qu'il faut aussi que nos grands groupes, nos milliardaires fassent la place aux femmes, soutiennent les femmes, peut-être en créant un fonds, peut-être qu'à travers leur fondation, donner des places aux femmes dans les projets qu'ils financent. D'accord, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de programmes pour financer les projets de femmes. Maintenant, on attend les résultats. Hein. Oui. On attend les résultats. N'empêche qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes aussi qui réussissent. Ah oui, comme au Nigeria, il y en a beaucoup. Comme au Nigeria, qui commencent à montrer leur efficacité sur le terrain de business. De la poigne. La poigne, exactement. Alors, Michel, tu as écrit que les milliardaires africains étaient de vrais panafricains. Oui. Moi, je vais te poser une question économique, puisqu'on parle de milliardaires. Ils sont de vrais panafricains parce qu'ils considèrent l'Afrique comme un grand marché. Actuellement, les politiques sont en train de mettre en place la ZLECAf, c'est déjà prêt. Hein. Oui. Et est-ce que par rapport à la ZLECAf qui est déjà mise en place, est-ce qu'on va voir de nouveaux milliardaires et dans quel secteur? Bon, moi je dis les milliardaires, ce que moi je dis clairement, c'est que les milliardaires africains, et les exemples que moi j'ai pris dans mon livre, et Dangote n'est pas cité, Tony Elumelu, Jean Kakoudiagou, Dangote, etc. Tous ces gens-là, ils ont anticipé. Ils ont eu une avance. Pourquoi ils ont eu une avance? Parce qu'ils ont tous compris que le marché, ce n'est pas un pays, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, ils ont affronté les difficultés d'un pays à un autre parce que, bon, avant la ZLECAf, il n'y avait pas. Souvent, c'est les anglophones qui viennent vers les francophones. Voilà. Les frontières sont compliquées, il faut voir des visas, etc. Les taxes douanières, etc. sont différentes d'un pays à un autre. Donc, la ZLECAf, ils l'ont anticipé. Aujourd'hui, il faut croire, il faut penser que la zone de libre-échange va permettre d'accélérer ce processus. Mais non, dans quel secteur? Moi, je pense qu'il n'y a pas de secteur qui doivent être privilégiés plutôt qu'un autre. Le numérique, peut-être. Comment? Le numérique. Il n'y a pas que le numérique. Le numérique, bien sûr, parce qu'il permet d'accélérer. Mais attendez, regardez un Dangote qui est dans la cimenterie. Il est dans plusieurs pays. Regarde la banque. UBA, Ecobank et tout ça. Et Afreximbank ou BGFI. Donc, aujourd'hui, ils ont compris. Mais justement, le numérique, le digital va permettre d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin, d'être encore plus proche de la clientèle, quel que soit le pays où on se trouve. Je pense que donc, tous les secteurs sont potentiellement générateurs d'une dynamique économique pour renforcer, pour donner du sens, pour concrétiser ces ZLECAf, ces zones de libre-échange. Et donc, voilà l'image de ton livre, hein, Afrique avec des pièces, des pièces d'or. Oui. Donc, on peut espérer pour la ZLECAf, l'Afrique se transformera en... on va avoir beaucoup de milliardaires. En fait, ce qu'il faut dire, pour moi, et je ne voudrais pas qu'on se trompe de message. Le message n'est pas dire que oui, il faut rester riche. Non. Le message pour moi, c'est que l'Afrique doit créer les conditions de sa prospérité. Et on ne peut pas créer la prospérité d'une nation si on ne crée pas de la richesse. Et la richesse est créée par qui? C'est pas par l'État. L'État doit créer les conditions, faire en fait les incitations, mettre les règles qu'il faut pour protéger les faibles et tout, avoir sa mission sur le plan social, mais les entreprises. Pourquoi faut-il que ce soit les entreprises japonaises, américaines ou chinoises qui viennent créer des routes chez nous, qui viennent construire des usines, je sais pas moi, ou des barrages et tout? Il faut que ce soit de plus en plus des acteurs africains.
Et pour que ces acteurs africains puissent être efficaces, il faut qu'elles grandissent. Il faut qu'on ait des champions nationaux et des champions africains. Et je dirais même des champions panafricains. Oui. Et ça, c'est là qui donne c'est ça qui entraîne cette mécanique, cette dynamique qui crée les milliardaires. Oui. Et ces milliardaires, ils créent de la richesse, ils créent des emplois, ils créent aussi de la prospérité. C'est-à-dire, en prenant des emplois, ils redistribuent. Donc, une entreprise qui emploie 20 000 personnes, c'est 20 000 familles qui sortent. La Chine a sorti en 30 ans, en une génération, 400 millions de personnes de la pauvreté. Wow. C'est pas l'État, c'est les entreprises. Donc, les entreprises africaines doivent pouvoir faire cela lorsque les conditions sont encore meilleures. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les entreprises, c'est pour ça qu'il faut créer des champions africains. Oui, il faut créer voilà des mon champions message. Africains. Et on en a déjà quelques champions. Maintenant, il faut multiplier. Voilà. Et j'allais dire aussi une chose pour que les gens soient conscients de le sens de ce que je dis. Aujourd'hui, la première puissance économique du monde reste encore les États-Unis. C'est le pays au monde qui a le plus de milliardaires. Sauf que la Chine, qui est en train de rattraper les États-Unis, la Chine aujourd'hui a presque autant de milliardaires que les États-Unis. N'oublions pas qu'il y a 40 ans, il y a un demi-siècle, la Chine était communiste. Et elle s'affirme toujours communiste, puisque c'est le Parti communiste chinois qui dirige la nation chinoise. Mais les Chinois ont compris que la prospérité des nations, c'est les entreprises, donc c'est le secteur privé. D'où aujourd'hui, dès qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus de milliardaires en Chine, et la Chine est de plus en plus développée, de plus en plus riche, et elle a résolu la question très largement de la pauvreté. Justement, en parlant, on va parler du palmarès 2023 de Forbes Afrique, qui démontre que sur les 54 pays en Afrique, seulement 7 comptent des milliardaires. Et parmi les 7, nous avons des pays en Afrique du Nord, nous avons des pays en Afrique de l'Ouest, anglophone, oui. Et donc, aucun pays l'Afrique centrale est où? L'Afrique centrale et l'Afrique francophone, oui. Je dis l'Afrique centrale pour la région. Parce oui, que, mais enfin, bon, ça, moi, j'irais. On voit l'Afrique du Nord, il y a aussi l'Afrique du Sud. Oui. Non, moi, j'irais très logiquement. Pour le moment, l'Afrique francophone ne figure pas en l'Afrique centrale. L'Afrique centrale non plus. Mais ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Parce que vous verrez aussi que en Afrique centrale, pour parler de l'Afrique centrale, il y a plus de milliardaires politiques que de milliardaires économiques. Ça veut dire Est-ce que ça vaut quelque chose d'être milliardaire politique? Mais c'est très grave. Parce qu'ils sont milliardaires comment? En prenant dans la richesse nationale. Ils ne créent pas de richesse. Ils soustraient à la richesse nationale. Tous ces ministres, tous ces hommes politiques, tous ces, ces prédateurs des biens de l'État, des revenus de l'État, n'ont pas créé d'emploi. Ils ne créent pas d'emploi, ils sont des consommateurs. Ensuite, ils achètent des villas en Europe, ils placent leur argent dans les paradis fiscaux, etc. Sauf en Afrique. Donc, c'est ça le mal de l'Afrique centrale. Les anglophones ont commencé à comprendre. Je ne dis pas que ça n'existe pas là-bas, mais la différence, c'est qu'il y a une équation du secteur privé, il y a une équation des entreprises, il y a une émergence, comme vous l'avez dit, de milliardaires qui sont des hommes d'affaires, qui donc aujourd'hui commencent à contribuer à cette prospérité, à créer cette prospérité que nous attendons tous. D'accord. Mais ça reste, donc les riches en politique, ça reste un débat. Et donc, on va parler de la diaspora. Est-ce qu'il y a des riches au niveau de la diaspora africaine? Disons que la diaspora africaine, elle est encore en train de chercher sa voie sur le terrain économique. À la différence, on dira, la diaspora asiatique, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit indienne, qu'elle soit pakistanaise ou turque, on voit son dynamisme économique. Lorsque vous allez en Angleterre, vous êtes impressionné par la présence de ces diasporas et de leur dynamique dans le secteur économique.
nous sommes ici en France. Oui. Combien de gens originaires de la diaspora africaine vous avez vu qui ont un pied dans l'industrie, dans les services, dans la banque? Moi, j'en connais pas. Bon, il y a des petits commerces. Il y a bon, mais c'est pas encore. On est encore très loin. On est encore très loin. Bon, même on a vu, on a parlé d'Angleterre, mais même en Angleterre, où vous avez des Nigérians, des Ghanéens, tout ça, ils sont encore en train de chercher leur marque. Mais ils commencent à exister. On les voit aussi aux États-Unis. De plus en plus d'anglophones commencent à faire leur trou. Mais il y a encore un long chemin à parcourir par la diaspora africaine pour dire que voilà, elle se positionne clairement et a un impact significatif sur le terrain économique. D'accord. Alors, je vais te poser une question sur quelque chose que j'ai trouvé dans ton livre. Pour moi, c'est un trésor. Ça résume en fait tout ce on veut mettre autour sur la moralité, sur l'action des milliardaires africains. Mm-hmm. C'est dans ton livre, donc oui. Je vais te le laisser lire. Voilà. Ah oui, tu vas lire à haute voix, s'il te plaît. Voilà. C'est un passage de la Bible. De la Bible. Qui est tiré de 1 Timothée. Ouais. 1 Timothée, chapitre 6, versets 17, 18 et 19. Et je lis. On dit Amen. Amen. Alléluia. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ouais. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. 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 Est-ce que pour toi ça résume l'éthique? Oui, alors je vais commenter. L'éthique, la mission, la vocation du milliardaire qui doit faire le tri entre l'essentiel et l'aléatoire. Ça demande à être riche. Oui. Et riche, pas une richesse égoïste, mais pour une richesse altruiste. Oui. Alors, justement, ce que ce passage, moi, je vais dire ceci. Ça donne le sens de la légitimité de la richesse. D'accord. Que même la Bible, la parole de Dieu, donc même Dieu, donne la légitimité. Il a investi. Voilà. Il reconnaît qu'il faut de la richesse. Mais quelle richesse? Comment magnifier sa richesse? En étant déjà dans des fondements éthiques, comme tu l'as dit, en ayant de la générosité, de la libéralité, c'est-à-dire étant généreux. Il ne faut pas être riche son fils, et garder cette richesse pour soi-même et tout. Il faut savoir la partager, savoir la aussi partager avec d'autres. Libéralité et générosité. Et je vais plus loin. Elle doit être bâtie sur des fondements éthiques, on a dit. Elle doit s'appuyer sur la générosité et elle doit participer de ce que moi j'appelais le bien-être. Il a dit, permets-moi de revenir sur le passage. Il dit, d'être riche en bonnes œuvres. En bonnes œuvres. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Voilà. La richesse, oui. C'est de l'altruisme. Voilà. C'est de l'altruisme. Oui. C'est des valeurs éthiques. C'est de la générosité, on l'a dit, mais c'est surtout aussi, lorsque on respecte tous ces codes-là, on bâtit sur du solide. Oui. Et on a la bénédiction. Je dis bien, on a la bénédiction de Dieu. Et tous les riches, tous les milliardaires qui l'ont fait, ont la bénédiction du Seigneur. Et tu en connais des milliardaires qui ont fait ça? Oui, de plus en plus.
Je pense que de plus en plus, ils pensent à redonner. D'accord. Redonner Ok. à la communauté ce qu'ils ont reçu. Mais je pense qu'ils n'en font pas encore assez. Je pense qu'en tout cas, les Africains doivent faire plus. Mais je vois bien qu'il y a une dynamique qui se développe dans cette direction-là. D'accord. Alors Michel, nous arrivons à la fin de notre très belle interview dans ce lieu mythique qui est Présence africaine au milieu des livres. Et moi, je vais te poser la question. La newsletter que tu as lancée, la lettre du milliardaire, Oui. c'est quand? Bon, la newsletter, elle est déjà créée. Et je vais en profiter pour donner une information qui n'est pas... C'est presque un scoop, mais ça n'est pas un... En fait, ce qui va se passer, c'est que dans la dynamique du livre, sur les milliardaires, qui célèbre les milliardaires, je suis en train d'organiser avec un groupe d'amis, mais aussi de partenaires, de gens très sérieux qui connaissent les milliardaires, qui ont une relation avec eux. On organise un événement pour célébrer les milliardaires qui s'appelle Africa Billionaire Summit, le sommet des milliardaires africains qui va les célébrer, qui va être l'occasion donc de réunir pour la première fois en Afrique. Ce sera l'occasion de réunir un parterre, une brochette de milliardaires africains pour discuter justement de la question dont nous avons débattu. La question, c'est les milliardaires africains sont-ils prêts, sont-ils préparés pour contribuer à construire la prospérité du continent? Voilà le thème générique. D'accord. Mais autour de ce thème, il y aura donc un débat avec eux-mêmes les milliardaires. Il y aura également une cérémonie d'award, donc de distinction qu'on va leur attribuer. Okay. Mais surtout, on va les appeler à mettre en place un fonds. Je parlais un fonds justement pour les nouvelles générations, pour les futurs créateurs d'entreprises, entre ceux qui ont déjà créé des entreprises et qu'on va appeler les milliardaires de demain. Oui. Et puis également un fonds qui peut être un fonds pour justement participer à l'investissement dans les projets des Africains. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous qui aura lieu en principe au mois de juin prochain à Yaoundé au Cameroun. À Yaoundé au Cameroun. Au Cameroun. Chez toi. Voilà, chez moi. On va réunir dans la dynamique de cette réflexion sur les milliardaires. L'idée étant de donner vraiment une véritable signification à c'est quoi être un milliardaire en Afrique aujourd'hui et c'est quoi les milliardaires. Qu'est-ce que les milliardaires peuvent apporter et comment ils peuvent contribuer à la prospérité de notre continent. Voilà. Donc la lettre du milliardaire sera donc un des relais médiatiques de cet événement-là. D'accord. Où on aura à la fois des portraits, des extraits de portraits du livre, mais aussi on va donner de l'actualité sur l'événement et l'actualité des milliardaires. Ça va nous permettre de donner un peu plus d'informations sur nos milliardaires. Et ça paraîtrait quand, par exemple Bon, la périodicité on va faire une édition tous les mois. Tous les mois. Voilà. Et puis, en plus ce sera à la fois très digital, à la fois écrit, audio, vidéo. On va donner pas mal d'insights, de podcasts, etc. Et ce sera vraiment l'occasion de revenir sur les aventures humaines que représentent ces histoires de milliardaires. Ah oui, mais nous avons hâte de découvrir ça, Michel. Merci beaucoup, Michel, d'avoir répondu à mon invitation. C'était vraiment très gentil. J'ai espéré ce moment depuis très longtemps. On y est arrivé. Merci beaucoup. C'est moi, Carmen, d'avoir vraiment accepté de me mettre dans la roue de cette émission-là qui me... 3 années Afrique. Voilà. Et je suis moi-même impatient de voir le programme. Et j'invite tous les followers de ton programme d'être au rendez-vous et de partager avec tout le monde, dans le monde entier, cet échange
que je trouve moi aussi très très riche, Merci. avec des questions pertinentes Merci. et impertinentes. Merci. Merci Michel. Ben, je ne vais pas te laisser partir comme ça. J'ai mon exemplaire de livre. Ah oui, d'accord. Oui, Et maintenant, je voudrais une dédicace. je vais le dédicacer en S'il te direct. plaît. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Je sais pas, je serai venu tout seul. Alors, je peux lire Oui, tu as dit. pour les téléspectateurs? Voilà. Je vais te laisser lire ça. Voilà. À toi, ma chère consoeur et sœur Carmen, je dédie ce livre et je t'invite à partager toutes ces histoires inspirantes dans ton réseau répandu dans le monde entier et à faire de nos milliardaires des héros et des bâtisseurs de la prospérité de notre chère Afrique. Merci Voilà. beaucoup Michel. Vraiment, je suis très émue. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Et donc, je vais te dire, Michel, à très bientôt avec la newsletter. Oui, Je vais t'inviter de nouveau. voilà. J'espère que tu vas venir à Paris. Oui, toujours. Et quand est-ce que tu seras à Paris? Je sais pas encore, Ok. mais très bientôt. On est en février Ouais. et probablement en avril. D'accord. Oh, Ben, Michel, entre confrères. Voilà. Allez, je vais la dire. Allez. Ouais, entre frères et sœurs. Merci beaucoup. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle édition de 3 ans en Afrique. Au revoir.